Imaginez une jeune femme, épuisée par 2 emplois, marchant chaque matin pour apporter un simple petit déjeuner à un vieil homme assis sur un carton, oublié par le monde. Ce qu'elle ignore, c'est que cet acte de bonté allait bouleverser sa vie, et révéler un secret qui pourrait changer le destin d'un héros oublié par son propre pays. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire incroyable d'Aaliyah Cooper et de George Fletcher, une histoire de courage, de générosité et de justice. Préparez-vous à découvrir comment un simple sandwich peut laisser une empreinte indélébile dans l'histoire. Pendant 6 mois, Aaliyah Cooper a apporté le petit déjeuner à un vieil homme chaque matin. Un sandwich au beurre de cacahuète, une banane, du café et un thermos. À 6h15, sans faute, au même arrêt de bus où il dormait. Elle avait 22 ans, était noire, travaillait à 2 emplois juste pour garder un toit au-dessus de sa tête. Lui avait 68 ans, était blanc, sans abri, et racontait des histoires que personne ne croyait. Puis, un matin, tout a changé. 3 officiers militaires ont frappé à sa porte à l'aube, en uniforme de cérémonie. Un colonel se tenait au garde-à-vous sur son pas de porte fissuré. Quand Aaliyah a ouvert, encore en uniforme d'hôpital, épuisée après un double service, son cœur s'est serré. « Mademoiselle Cooper, » dit le colonel, « nous sommes ici pour parler de George Fletcher. » « George ?» Le vieil homme de l'arrêt de bus, sa voix trembla. Lui est-il arrivé quelque chose? Le visage du colonel était grave. « Madame, nous devons parler de ce que vous avez fait pour lui. » 6 mois plus tôt, Aaliyah l'avait remarqué pour la première fois. Elle prenait le bus numéro 47 chaque matin à 6h30. L'arrêt était à 3 rues de son appartement, juste devant une laverie fermée. C'est là que George dormait, sur un carton aplati, une couverture en laine remontée jusqu'au menton, ses quelques affaires dans un sac poubelle à côté. La plupart des gens passaient sans regarder, certains traversaient la rue pour l'éviter. Pendant 2 semaines, Aaliyah avait fait la même chose, se disant qu'elle n'avait pas assez pour aider. Elle avait à peine de quoi subvenir à ses propres besoins. Mais un matin, fin mars, elle avait préparé un sandwich supplémentaire pour son déjeuner et s'était rendu compte qu'elle n'aurait pas le temps de le manger. Son service à la cafétéria de l'hôpital durait jusqu'à 15h, puis elle devait se rendre à l'épicerie à 16h pour remplir les rayons jusqu'à minuit. Le sandwich serait juste resté dans son casier à se gâter. George était réveillé quand elle s'est approchée. Ses yeux étaient vifs, plus clairs qu'elle ne l'avait imaginé. Il la regardait attentivement, comme habitué à ce que les gens l'ignorent ou lui crient de bouger. « Excusez-moi, » dit Aaliyah en tendant le sandwich emballé. « J'en ai fait un de trop. Vous le voulez ?» Il fixa d'abord le sandwich, puis son visage. Long moment de silence. « Vous en avez plus besoin que moi, » dit-il doucement. « C'est discutable, » répondit Aaliyah. « Mais je vous l'offre. » Il le prit des 2 mains comme si c'était un trésor. « Merci, mademoiselle Aaliyah. »« George. » Il hocha la tête une fois. « George Fletcher. » Elle faillit alors s'éloigner, reprendre sa routine de ne pas le voir, de ne pas s'impliquer. Mais quelque chose dans son remerciement, dit avec dignité et non avec désespoir, la fit hésiter. « Prenez-vous votre café noir ou avec du sucre ?» demanda-t-elle. Ses sourcils se relevèrent. « Noir, ça ira. » Le lendemain matin, elle apporta du café dans un thermos et une banane. Le matin suivant, un autre sandwich et une pomme. À la fin de la première semaine, cela était devenu une routine qu'elle ne pouvait plus rompre. À 6h15, chaque jour, George était toujours éveillé, toujours à attendre au même endroit. Il parlait pendant 5, peut-être 10 minutes avant l'arrivée de son bus. Il lui posait des questions sur ses cours. Elle suivait des études en soins infirmiers au collège communautaire 2 soirs par semaine quand elle en avait les moyens. Elle demandait des nouvelles de sa journée, et il racontait des histoires étranges. « À l'époque où je volais en hélicoptère, » disait-il, regardant au loin. « Nous transportions des sénateurs dans des lieux qui n'existent même pas sur les cartes. » Ou « J'ai travaillé pour une agence dont je ne peux pas dire le nom, mais je peux vous assurer que ces gens n'oublient jamais un visage. » Aaliyah pensait qu'il était confus, peut-être malade mentalement, ou simplement vieux et seul, se construisant un passé plus important que son carton. Elle ne le corrigeait pas. Elle écoutait.
Les autres n'étaient pas toujours gentils. Un matin d'avril, un homme d'affaires en costume élégant passa et fit tomber délibérément la couverture de Georges dans le caniveau. Alia était à 3 mètres, sur le point de traverser la rue. « Et » cria-t-elle, se retournant. « Que vous arrive-t-il » L'homme continua sans ralentir. « Il bloque le trottoir. »« C'est le grand-père de quelqu'un, » répliqua Alia. L'homme continua son chemin. Georges resta assis, tirant sa couverture loin de l'eau sale du bord de la route. Ses mains tremblaient. De froid ou de colère, Alia ne pouvait pas le dire. Elle l'aida à essorer sa couverture, qui sentait le moisi et l'essence. « Vous n'aviez pas besoin de faire ça, » dit Georges doucement. « Si, je devais. » Il la regarda longuement, puis sourit, un sourire triste mais plein de sagesse. « Vous avez du courage en vous. C'est bien. » Il reposa la couverture humide sur ses genoux. « Vous en aurez besoin. » Alia ne comprit pas tout de suite ce qu'il voulait dire. Elle lui tendit simplement son café, comme toujours, et attendit le bus. En mai, cette routine était devenue automatique comme respirer, se lever à 5 heures, préparer 2 sandwichs, un pour Georges, un pour elle, prendre une banane, verser le café dans le thermos, marcher 3 rues, s'asseoir avec Georges pendant 10 minutes, puis prendre le bus de 6h30. Ce n'était pas de la charité. Cela ne s'en ressentait pas comme tel. C'était la seule chose dans sa vie qui avait du sens. Son appartement était un studio au 4e étage d'un immeuble qui aurait dû être condamné depuis des années. 28 mètres carrés, une plaque chauffante au lieu d'une cuisinière, une salle de bain où la douche ne fonctionnait que si on tapait sur les tuyaux. Le loyer était de $650 par mois, et elle avait toujours 2 semaines de retard. L'avis d'expulsion avait été collé à sa porte en mars. Elle avait convaincu le propriétaire d'un plan de paiement, $40 supplémentaires par semaine jusqu'à régularisation. Depuis, chaque autre facture était repoussée. Son comptoir racontait l'histoire, facture d'électricité impayée, dette médicale de 2 ans en recouvrement, prêt étudiant différé encore, téléphone sur le point d'être coupé, et au milieu de tout ça, un pain et un pot de beurre de cacahuètes. Un mardi soir, fin mai, Alia comptait dans sa tête. Elle avait reçu $280 de l'hôpital, $160 de l'épicerie. Retiré le loyer, le plan de paiement, le bus pour 2 semaines, il restait $90 pour tout le reste. Dans le frigo, 3 œufs, un demi-litre de lait, de la laitue fanée depuis des jours. C'était tout. Son estomac était vide depuis le déjeuner, mais elle avait appris à ignorer ce sentiment. Elle mangerait demain ou après-demain. Peu importe. L'important, c'était le pain et le beurre de cacahuètes. Suffisant pour une semaine de sandwich pour Georges, peut-être 2 si elle s'organisait bien. Alia ferma le frigo et s'appuya contre la porte froide. Elle aurait pu arrêter, garder les sandwichs pour elle, économiser pour le café, rattraper la facture d'électricité avant la coupure. Georges aurait compris. Il lui aurait probablement dit d'arrêter s'il savait à quel point elle était serrée. Mais l'idée de passer devant l'arrêt de bus, de le voir là, et de ne pas s'arrêter, elle ne pouvait pas le faire. Le lendemain, à la cafétéria de l'hôpital, Madame Carter le remarqua. La superviseure de cuisine, une sino-américaine d'environ 60 ans, aux yeux perçants qui voyaient tout, avait travaillé à l'hôpital pendant 30 ans et avait vu toutes les formes de difficultés. « Tu manges aujourd'hui » demanda-t-elle en observant Alia essuyer les tables. Pendant l'heure du déjeuner, Alia mentit, « J'ai déjà pris mon petit déjeuner. » Madame Carter croisa les bras. « Tu nourris encore cet homme sans abri ?» Les épaules d'Alia se raidirent. « Il s'appelle Georges. »« Je sais son nom, ma chérie. Je te demande si tu le nourris au lieu de t'occuper de toi. »« Je vais bien. » Madame Carter soupira, disparut dans la cuisine et revint 5 minutes plus tard avec un contenant de pâtes restantes et un petit pain qu'elle tendit à Alia. « Mange ça maintenant. Je ne veux pas te voir t'évanouir pendant mon service. » Sa voix s'adoucit ensuite. « C'est un être humain, je comprends, mais tu sais quoi? Toi aussi tu es une personne. » Alia fixa le contenant, la gorge serrée. « Merci. Ne me remercie pas, mange seulement. » Cette nuit-là,
Allongée sur son matelas posé à même le sol, elle avait vendu le cadre du lit 2 mois plus tôt pour payer le loyer. Alia regarda le plafond et fit ses calculs. Si elle sautait son cours du jeudi, elle pourrait faire un extra au supermarché, gagner $40 de plus. Si elle marchait 3 jours par semaine au lieu de prendre le bus, elle économiserait $12. Si elle demandait au propriétaire une semaine supplémentaire. Son téléphone vibra. Un message de la compagnie d'électricité, avis final. Le service sera interrompu dans 7 jours sans paiement de $127. Alia ferma les yeux. Encore une semaine de petit déjeuner pour Georges. C'est tout ce qu'elle pouvait promettre. Une semaine de plus, puis elle devrait arrêter. Elle lui expliquerait. Il comprendrait. Elle devait d'abord prendre soin d'elle-même. C'était logique. Mais vendredi matin, Alia prépara encore 2 sandwichs, versa encore du café dans le thermos et marcha 3 pâtés de maison jusqu'à l'arrêt de bus. Georges l'attendait, comme toujours. Quand il partagea son sandwich et lui rendit une moitié, « L'équité avant tout », dit-il simplement. Alia détourna le regard pour que ses larmes restent invisibles. Lundi matin suivant, Georges n'était pas à l'arrêt. Alia resta là, sandwich et thermos à la main, scrutant le trottoir vide. Son carton avait disparu, son sac de fortune aussi. Même la trace humide de son sommeil s'était asséchée. Elle attendit le bus, et encore le suivant. Enfin, elle monta dans le 3e bus, en retard pour son service, le cœur lourd. Elle se dit qu'il avait simplement changé d'endroit. Peut-être que quelqu'un l'avait dérangé, ou que la police avait dégagé le quartier. Mais ce n'était pas nécessairement inquiétant. Ce soir-là, elle retourna vérifier le lieu, toujours rien. Mardi, vide. Mercredi, vide. Jeudi, elle ne put plus ignorer l'angoisse qui la nouait. Elle fit un détour par le refuge Mercy Street, malgré les 10 blocs supplémentaires et la douleur à ses pieds. La femme à l'accueil leva à peine les yeux. Non. Je cherche quelqu'un, George Fletcher. Homme blanc âgé, 70 ans, dort près de l'arrêt de bus sur Clayton. On ne suit pas les personnes qui ne se présentent pas ici. Pouvez-vous juste vérifier ? La femme soupira, tapa quelque chose à l'ordinateur, secoua la tête. Personne de ce nom dans notre système. Alia appela 3 hôpitaux ce soir-là, aucun ne pouvait lui donner des informations sans lien familial ou numéro de patient. Le 7e jour, elle retourna à l'arrêt avec un sac en papier et un mot, « J'espère que tu vas bien ». Elle le laissa à l'endroit habituel de Georges, essayant de ne pas penser qu'elle laissait de la nourriture pour un fantôme. Mais cet après-midi-là, il était là. Elle manqua presque son arrêt en bus. Il était assis sur le carton aplati, son sac à côté de lui, plus mince et le visage tiré. Elle descendit et courut vers lui. « Georges !» Il leva les yeux, et pendant un instant, elle crut qu'il ne la reconnaissait pas. Puis son visage s'adoucit. « Mademoiselle Alia. » Elle s'agenouilla près de lui, respirant fort. « Où étais-tu ? » J'ai vérifié les refuges, appelé les hôpitaux. J'ai eu un malaise. Sa voix était plus rauque. « Tu n'as pas l'air bien. » Je suis debout. Ça compte. Il tenta un sourire qui ne parvint pas à ses yeux. Alors elle vit sa main, avec une cicatrice récente, encore rose et en train de guérir. Trop nette pour être d'une chute ou d'une bagarre. Que s'est-il passé ? Il baissa rapidement sa manche. Rien, juste une vieille blessure qui se réveille. Ils restèrent silencieux un moment. Georges sortit alors une enveloppe scellée, légèrement froissée, avec une adresse écrite à la main. « Si quelque chose m'arrive, je veux que tu envoies ça. » Alia le regarda, perplexe. « Je ne vais nulle part, promis. » Elle prit l'enveloppe, plus lourde qu'elle ne l'imaginait. 2 semaines plus tard, Georges s'effondra alors qu'Alia lui tendait le thermos. Ses mains tremblaient violemment, le thermos tomba, le café se répandit. « Georges !» Ses mots étaient confus, ses yeux roulèrent, et tout son corps s'affaissa. Elle le rattrapa avant qu'il ne touche le sol. « Quelqu'un appelle le 911, cria-t-elle. Une femme sortit son téléphone, un jogger hésita puis continua. 2 personnes regardaient sans agir. Elle le plaça sur le côté, main tremblante.
Reste avec moi, Georges. L'ambulance arriva 7 minutes plus tard. Alia monta à l'arrière, tenant sa main. À l'hôpital, tout se passa à la fois trop vite et trop lentement. Une infirmière la guida vers une salle d'attente, chaise verte fixée au sol, lumière fluorescente bourdonnante, télévision muette. Elle réalisa qu'elle tenait encore le thermos vide. Son service avait commencé depuis 20 minutes. Elle envoya un message à Madame Carter, « Urgence, je ne peux pas venir. » Madame Carter répondit immédiatement, « Ça va ? » Georges était stable mais sévèrement déshydraté, risque d'AVC, test en cours. Problème, pas d'assurance, pas de papier, transfert vers l'hôpital du comté. Alia pensa à l'enveloppe qu'il lui avait donnée. Elle expliqua qu'elle était sa nièce. Après vérification, l'hôpital confirma ses droits aux soins. Son oncle avait servi dans l'armée, discharge honorable, dossier classifié. Le docteur Patel se redressa. Transférez-le au service C. Je m'occuperai moi-même de l'autorisation de facturation pour le VA. Vous êtes sûr ? Demanda Rachel. Oui. S'ils contestent, ils ne le feront pas. Pas avec un dossier comme celui-ci. Il regarda Alia. Vous pourrez le voir dans environ 1 heure. Il aura besoin de quelqu'un pour veiller sur lui. Je le ferai, répondit Alia. Tous les jours. Elle resta dans la salle d'attente jusqu'à ce qu'on la laisse entrer dans sa chambre. Georges était à peine éveillé. Une perfusion alimentait son bras et des moniteurs bipaient doucement à côté du lit. Il semblait plus petit qu'avant, englouti par les draps blancs et les machines de l'hôpital. « Salut », dit-elle doucement en rapprochant une chaise. Ses yeux s'ouvrirent et se fixèrent sur son visage. Il essaya de sourire. « Tu n'avais pas à le faire », murmura-t-il. « Si, je devais. » Elle lui prit la main, celle sans perfusion. Sa poigne était faible mais stable. « Tu as ce courage en toi », murmura-t-il. « Bien. » Alia resta jusqu'à la fin des heures de visite. Elle resta même au lieu de travailler à l'épicerie. Une infirmière lui demanda doucement de partir, expliquant que Georges avait besoin de repos et qu'elle pouvait revenir le lendemain. En sortant par le hall de l'hôpital, Alia passa devant la cafétéria où elle travaillait. Madame Carter y était encore, essuyant les tables en fin de service. Leurs yeux se croisèrent à travers les portes vitrées. Madame Carter hocha simplement la tête. Alia lui rendit le signe. Dans le bus du retour, elle regardait par la fenêtre, repensant à l'expression de Rachel lorsqu'elle avait vu le dossier de Georges, à toutes ces lignes caviardées, à toute cette histoire classifiée. Elle pensa à l'enveloppe et, pour la première fois, se demanda si les histoires de Georges n'étaient pas toutes réelles. 3 semaines plus tard, Georges fut transféré dans un établissement de soins de longue durée du VA. C'était de l'autre côté de la ville, à 2 bus et 15 minutes à pied de l'appartement d'Alia. Elle ne pouvait pas lui rendre visite aussi souvent qu'elle le voulait, mais elle y allait quand elle pouvait, 2 à 3 fois par semaine selon son emploi du temps. L'établissement était plus agréable que prévu, chambre propre, personnel attentif. Georges avait son propre lit, sa propre fenêtre. Il prenait ses repas, prenait ses médicaments, dormait sous de vraies couvertures. Il semblait plus fort et plus clair d'esprit. Lors d'une visite début juillet, il était assis dans son lit avec un carnet ouvert sur les genoux. Il écrivait, d'une écriture lente et appliquée, remplissant page après page. « Qu'est-ce que c'est » demanda Alia en posant son petit sac avec des cookies envoyés par Madame Carter depuis la cafétéria. « Mes souvenirs » répondit-il simplement. « J'écris ce qui compte, ce qui est vrai. » Il lui tendit le carnet. « Je veux que tu aies ça. » Alia le prit, un petit carnet à couverture de cuir usé, rempli de noms, de dates, de lieux et de chiffres mystérieux. Certains passages étaient clairs, d'autres frénétiques. « Si quelqu'un demande, tu sauras ce qui est vrai, » dit Georges. Elle glissa le carnet dans son sac, à côté de l'enveloppe qu'il lui avait donnée des semaines plus tôt. 2 pièces d'un puzzle qu'elle ne comprenait pas encore. Sa vie commençait à s'améliorer un peu. Le petit salaire supplémentaire que l'hôpital lui avait accordé lui permit de rattraper son retard de loyer et de payer l'électricité. Elle utilisa une partie de son premier vrai chèque pour acheter à Georges une épaisse couverture chaude, bleu marine et douce. Il la regarda,
Les yeux remplis de larmes, « Personne n'a fait ça pour moi depuis 20 ans, murmura-t-il. Aliya lui posa la couverture sur les jambes. Il lui prit la main longuement, sans dire un mot. Certaines choses ne nécessitent pas de mots. Georges mourut un mardi fin août. Ce matin-là, à 6 heures, Aliya préparait son café pour son service lorsqu'elle reçut un appel du VA. Miss Cooper, George Fletcher est décédé paisiblement dans son sommeil hier soir. Les mots semblaient flotter loin de la réalité. Elle accepta de venir récupérer ses affaires personnelles, sa couverture, le carnet, quelques vêtements, en bas de l'enveloppe, une lettre pour elle, écrite de la main de Georges. À l'intérieur, une photo de Georges jeune, en uniforme militaire avec 3 rangées de médailles, accompagné de 2 hommes en costume, l'un étant un sénateur reconnu. Au dos de la photo, 3 mots, « Souviens-toi de la fille ». Aliya ouvrit l'autre enveloppe que Georges lui avait donnée des mois auparavant. À l'intérieur, une lettre manuscrite et une copie de la photo. Georges y racontait sa gratitude pour elle, pour les 6 mois où elle lui avait apporté le petit déjeuner tous les matins, lui redonnant dignité et humanité dans un système qu'il avait oublié. Elle envoya la lettre au Pentagone, à l'attention de la générale Victoria Ashford. Le coût était de 5,60 $. Puis elle retourna à sa vie quotidienne, pensant que personne ne prendrait jamais la peine de lire ou d'agir. Elle assista au service commémoratif de Georges, simple et silencieux, puis reprit son travail, ses cours du soir, sa vie vide mais nécessaire. En septembre, à 6 heures du matin, un coup à la porte changea tout. 3 officiers militaires se tenaient devant elle. Ils venaient de la part de la générale Ashford pour discuter de George Fletcher. La générale Ashford souhaitait la rencontrer. Aliya n'avait jamais pris l'avion. Colonel et organisa tout, vol jusqu'à Washington, hôtel, voiture. Le lendemain, elle arriva au Pentagone, escortée jusqu'au bureau de l'inspecteur général. La générale Ashford, cheveux argentés, yeux perçants, la remercia pour sa présence et lui expliqua que Georges avait été l'un des meilleurs officiers du renseignement, ayant mené des missions classifiées pendant des opérations sensibles. À sa retraite, il aurait dû bénéficier de tous ses droits, mais il avait été oublié. Elle lui proposa d'agir, créer un fonds commémoratif en l'honneur de Georges, réformer le système de suivi des vétérans classifiés et témoigner devant le comité des forces armées du Sénat. Ashford lui expliqua, « Le rang mesure l'autorité, le caractère mesure la valeur. Ils t'écouteront, parce que tu as fait ce qui était juste. » Aliya accepta, respirant profondément, prête à raconter ce qu'elle avait fait pour Georges et comment le système avait échoué. 3 semaines de préparation avec l'équipe de la générale Ashford la mirent en condition pour l'audience du 12 octobre. Elle répéta son témoignage, le peaufinant jusqu'au moment où les mots prirent tout leur sens. Madame Carter l'avait appelée cet après-midi-là. « Es-tu nerveuse ? » ?»« Terrifiée. »« Bien, cela signifie que tu tiens à ce que tu fais. » La voix de Madame Carter était chaleureuse. « Dis-leur simplement ce qui s'est passé. Ils ne peuvent pas contester la vérité. Ce sont des sénateurs. Ils peuvent contester n'importe quoi. Alors qu'ils le fassent. Tu auras quand même raison. » Le matin de l'audience, Aliya enfila le costume que l'équipe d'Ashford lui avait acheté, bleu marine, professionnel. Il lui allait parfaitement, mais ne lui appartenait pas vraiment. Elle se contempla dans le miroir de l'hôtel et eut du mal à reconnaître la personne en face d'elle. Le colonel la conduisit au Capitole par une entrée latérale, évitant les journalistes déjà présents. La salle du comité sénatorial des forces armées était plus grande qu'elle ne l'avait imaginé, avec des gradins ressemblant à une salle d'audience, des caméras à l'arrière et la presse remplissant les bancs. Les sénateurs entraient lentement, parlant entre eux, l'ignorant. Aliya s'assit à la table des témoins, les mains tremblantes, qu'elle posa à plat sur le bois. Le général Ashford témoignait en premier, il expliqua que George Alan Fletcher avait servi le pays avec distinction pendant 23 ans, accomplissant des missions de combat et de protection classifiées. À sa retraite, il avait été oublié, vivant dans la rue à cause de la bureaucratie et des erreurs administratives. Un sénateur demanda combien de cas similaires existaient, 47 identifiés, et probablement davantage. Puis vint le tour d'Aliya. Les jambes flageolantes, elle s'assit, un micro ajusté devant elle, tous les regards rivés sur elle.
Elle raconta avoir rencontré George en mars, l'avoir vu dormir au même arrêt de bus chaque matin, et lui avoir apporté le petit déjeuner, sandwich, café, sans savoir qu'il était vétéran. Je ne savais pas qu'il était un ancien combattant, mais je lui ai apporté à manger parce que, peu importe la véracité de ses histoires, c'était un être humain. Quand un sénateur demanda pourquoi elle l'avait fait, elle répondit simplement, parce que personne d'autre ne le faisait, et parce qu'il était important pour quelqu'un, même si le monde l'avait oublié. Face à des objections sur la politique et le budget, Aliyah répondit avec force que George Fletcher avait risqué sa vie pour le pays et que, tandis qu'elle avait tenu sa promesse avec un sandwich, eux l'avaient enterré sous la paperasse. Le silence emplit la salle. Le général Ashford annonça immédiatement la création d'une task force pour les vétérans avec des dossiers classifiés, l'allocation de 5 millions de dollars au George Fletcher Memorial Fund, et la nomination d'Aliyah comme liaison communautaire pour superviser les subventions et l'accompagnement des vétérans. Aliyah devint ainsi la voix de ceux que le système avait oubliés. 6 mois plus tard, elle travaillait à la fois comme aide-soignante au VA et directrice du fonds, aidant plus de 2000 vétérans et supervisant des programmes d'aide aux sans-abri, de soutien psychologique et d'assistance juridique. Elle resta fidèle à sa routine simple, prenant le même bus, préparant son café, mais chaque matin, elle partageait des gestes de gentillesse transmis par George. Une jeune fille de 16 ans, bénéficiaire du programme de mentorat lancé par le fonds, reçut un sandwich, une banane et une bouteille d'eau, illustrant que les petits gestes avaient un grand impact. La mémoire de George était honorée à Arlington, où Aliyah déposa un sandwich sur sa pierre tombale. « J'ai tenu ma promesse », murmura-t-elle. En 2026, le Congrès adopta la Fletcher Act pour améliorer le suivi des vétérans aux missions classifiées. Cette histoire rappelle que la gentillesse, la justice et l'attention commencent par la reconnaissance de ceux que le monde préfère oublier. Quel petit acte de bonté choisirez-vous aujourd'hui ? Quelques années plus tard, Aliyah se tenait sur le quai du bus à l'aube, thermos à la main, regardant le ciel s'illuminer d'un rose pâle. Elle n'apportait plus de sandwich à George Fletcher, mais elle avait appris à transmettre son héritage. La ville avait changé autour d'elle, des abris mieux équipés, des programmes de mentorat pour jeunes en difficulté, des vétérans soutenus par un réseau qui n'existait pas auparavant. Une brise légère fit voler un papier vers elle. Elle le ramassa et sourit. C'était un mot écrit par une jeune bénéficiaire du programme de mentorat qu'elle supervisait. « Merci pour le sandwich et la banane. Vous m'avez montré que quelqu'un se soucie de moi. Je ne l'oublierai jamais. » Aliyah sentit les larmes lui monter aux yeux, mais ce n'était pas de tristesse, c'était de fierté et de gratitude. Elle pensa à George, à sa dignité fragile mais indomptable, à ses histoires incroyables et aux petites leçons qu'il lui avait laissées. Il n'avait pas seulement survécu à des missions impossibles, il avait trouvé un moyen de changer le monde, un sandwich à la fois. Elle retourna à son appartement, passa devant la cafétéria de l'hôpital où Madame Carter travaillait toujours, et leva les yeux pour croiser son regard. La femme lui fit un sourire complice, silencieux mais lourd de sens. « Tu continues sa mission », sembla-t-il dire. Dans les mois qui suivirent, Aliyah reçut une lettre inattendue. Le président lui-même la félicitait pour son engagement et annonçait un nouveau programme national de mentorat et de soutien aux vétérans inspiré du modèle Fletcher. Les reporters commencèrent à parler d'elle comme « la fille qui nourrit l'humanité ». Mais Aliyah, fidèle à elle-même, ne changea pas sa routine. Chaque matin, elle se levait tôt, préparait du café, vérifiait les sacs de nourriture destinés aux bénéficiaires du fonds et se rendait aux arrêts où des jeunes et des vétérans attendaient un petit geste de bonté. Ce n'était plus seulement George, mais chacun de ses visages devenus précieux à ses yeux. Un matin, alors qu'elle déposait une banane sur la table d'un jeune garçon timide, il la regarda et murmura « Pourquoi vous faites ça pour nous ?» Aliyah sourit doucement, s'agenouilla à sa hauteur et répondit « Parce qu'un jour, quelqu'un l'a fait pour moi. Et maintenant, c'est à mon tour de continuer. » Elle se releva, inspira profondément, et regarda le soleil se lever. Le monde était vaste, parfois cruel, mais il y avait toujours des poches de lumière, des petites mains tendues, des gestes qui semblaient insignifiants mais qui changeaient tout. Elle savait maintenant que chaque acte de bonté, aussi petit soit-il, avait le pouvoir de transformer des vies. Et quelque part, dans un lieu qu'elle ne pouvait voir, George Fletcher souriait.